Bienvenue dans le podcast Lundi au Soleil. Mon invité du jour, on ne le présente plus, bien évidemment, c'est Samuel Durand. Samuel, je suis hyper content de te voir. C'est entre autres toi qui a ouvert mes yeux, en tout cas sur le Future Work. Tu as été un déclencheur important, assez fondateur. J'en parlais à Charlène, une amie commune, juste avant de commencer. Tu fus aussi un de mes premiers invités. Oui. Voilà, donc t'es arrivé, t'as pris le risque de venir dans le podcast Lundi au Soleil, donc j'apprécie beaucoup parce que voilà, c'était un risque un peu sans filet. C'était cool, j'en garde un super bon souvenir et je me rappelle de cette conversation qu'on a eue avant même que tu lances le podcast dans pas très loin d'ici d'ailleurs, dans un resto, je crois, un midi rapidement pour évoquer tous ces sujets et depuis t'as fait quand même, on est quoi, plus de 50 épisodes quoi. On est à plus de 50 épisodes, je pense qu'on est à un an et demi plus tard parce que c'est comme je crois que t'étais le deuxième ou troisième épisode, voilà. Et j'avais envie de faire déjà. J'avais dans l'idée de faire un peu des épisodes comme souvent on voit qui sont un peu catch-up un an plus tard, voilà. Et du coup, dans ton cas, c'est pas juste de se dire qu'est-ce qui s'est passé dans l'année écoulée, mais parce qu'il y a beaucoup d'actualités, mais surtout tu as une actualité en ce moment qui est assez dingue. Et c'est là-dessus que j'aimerais revenir. En tout cas, la première question que j'ai envie de te poser, Samuel, c'est comment vas-tu ? Bah, en pleine forme, en même temps un peu fatigué, mais en pleine forme parce que c'est des activités, des projets qui me stimulent. Je suis un peu fatigué parce qu'en fait je suis sur une semaine de projection dans tous les sens et pris parmi le projet, on va en parler de certains, mais trop content parce qu'à chaque fois en fait c'est des rencontres qui sont géniales, qui nourrissent les prochains projets aussi. Moi j'aime bien cette réponse. Je pense que c'est pour ça que je te disais sur le timing, j'avais un peu peur, je veux pas te mettre en retard, t'as un déjeuner derrière. On va digresser, c'est certain. Bah oui. Moi ma question c'est, je comprends pas comment t'es pas toi un peu schizophrène et parce que, et on va le voir dans cet épisode, va falloir faire un choix. Parce que ton actualité elle est hyper chargée, elle est hyper touffue. Parce que il y a nouveau docu, ancien docu, que tu dois aussi à des conférences, il y a le lancement de la BD, il y a le lancement d'un podcast Work Buddies, si on a le temps on en parlera. J'imagine que j'ai oublié des trucs, je sais pas si c'est la prochaine étape, tu veux créer une école ou quoi, on verra, mais comment tu deviens pas dingue, tu vois ce que je veux dire Je pense qu'en fait, ce qui me rendrait dingue, c'est d'être monotâche, de faire tout le temps la même chose. Et vraiment, j'arrive pas à m'asseoir. Et tu vois, j'ai un de mes meilleurs potes qui me dit assieds-toi et bois de l'eau, quoi. Vraiment, ton programme aujourd'hui, c'est de t'asseoir et de boire de l'eau. Ouais. Et je peux pas, tu vois, j'arrive pas à faire ça. Quand j'ai 30 minutes, j'ai besoin de lancer un projet, j'ai besoin de faire un truc. Et donc, je me retrouve à avoir pas mal de projets. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est des projets qui s'étalent sur le long terme. Donc là, tu vois, j'ai ma bande dessinée qui est sortie il y a 10 jours. Bah, c'est un projet sur lequel, en fait, dernièrement, j'ai quasiment pas bossé parce que pour moi, je l'ai écrite il y a quasiment un an. Donc là, l'actu fait qu'elle arrive. Donc là, je me remets un petit peu dedans, tu vois, j'ai un petit peu de promo. On va faire des événements, j'en parle un peu plus. Je me suis remis dedans vraiment. Mais disons que c'est beaucoup d'organisation pour des projets de long terme, ce qui fait que je suis jamais dans l'urgence de travailler pour un truc. En fait, c'est dans une heure, c'est cet après-midi, c'est demain, tu vois. C'est vraiment une organisation à long terme qui fait que ça fonctionne bien, que j'arrive à jongler avec plein de projets. Et je pense que la schizophrénie, c'est assez cool de pouvoir aussi jongler, de parler de plein de sujets différents. Tu vois, comme je passe mon temps à faire des projections, des conférences, si je parlais tout le temps du même sujet et que c'était non-stop, je débite mon truc pendant une heure et je m'en vais. Et je plein de gens qui le font et ça marche. Donc voilà. Qui le font, et je sais pas si c'est juste ça te ferait chier, quoi, en fait. Mais ça me ferait chier et je pense que ça fait chier tout le monde en vrai. Tu vois, je me souvenir des présentations qu'on faisait en école, c'est horrible de débiter un truc. Mon Dieu. Moi, c'est pour ça que j'aime bien, tu vois, quand j'arrive, c'est vraiment, on regarde un truc, on regarde un contenu, un documentaire, et puis il y en a de plus en plus, donc les sujets sont variés, et puis les gens réagissent différemment. Tu vois, la BD, tu la lis, quelqu'un d'autre la lit, on va pas avoir la même conversation, parce que tu vas t'approprier le contenu. Et ça, je trouve ça très cool, et c'est ce qui fait, je pense, que je me lasse pas, et que j'ai plein d'idées qui fourmillent sur plein de sujets très différents. Dernière question qui pour digresser, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, parce que il y a pas longtemps j'étais au Free Up Festival qui était sympa, c'est un festival de freelancers, bref, et c'était très cool. Je suis intervenu dans le cadre de freelance et culture d'entreprise, comment ils peuvent s'intégrer en fait à la culture, aider à choisir le bon client, aider à pérenniser la relation et donc leur business. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un, pas forcément un free, mais en fait il y a plein de gens dans leur travail de tous les jours, ils ont 50 trucs à gérer différents, il y a ce côté un peu qui peut être schizophrène. Quel est le conseil que tu donnerais justement pour garder un peu la tête froide et cette capacité à gérer les priorités, à s'organiser ?
Ouais, il faut prioriser. Je pense que c'est vraiment le plus important. Moi, ce que j'aime faire, c'est à 2 niveaux. C'est le dimanche soir et après tous les jours. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai une grosse to-do sur Notion sur laquelle j'ai absolument tout. C'est un fourre-tout. En fait, je balance. Donc, déjà, c'est classé par projet. C'est-à-dire que j'ai ma grosse to-do et j'ai un truc documentaire, un truc expo photo, parce qu'il y a une expo photo qui va arriver. J'ai un truc Whip Expedition Night. J'ai un truc, tu vois, BD. Donc, ça, c'est rangé. Et puis, tous les dimanches soirs, je prends mon planning de la semaine et en fait, je regarde qu'est-ce qui est important. Et là, je vais des trucs, c'est-à-dire que j'ai des rendez-vous. Ça veut dire tu les supprimes ou ça veut dire tu les décales? Les deux. C'est-à-dire que je vais supprimer des rendez-vous. En fait, j'ai pris rendez-vous il y a 1 mois, 2 mois, on s'est d'accord sur une date. J'ai pas envie de le faire, tu vois. J'ai plus envie de le faire. Donc... Ah, ça veut dire que t'as envie d'être là. Ça fait plaisir. Là, j'ai envie d'être là, tu vois. Et tout ce que je fais, partout où je suis, c'est que j'ai envie d'y être. Et parfois, t'acceptes des trucs, en fait, tu dis dans longtemps, ouais, pourquoi pas. Et en fait, non, t'as plus envie. Donc là, dimanche, hop, tu supprimes, tu clean un peu. Et tu te fais un peu la semaine que t'as envie de faire. Et puis après, chaque jour, en gros, je démarre ma journée. Et puis, je vais piocher dans ma to-do ce que je dois faire, ce qui est urgent. Et donc là, c'est à la mano, tu vois. Genre, grosso modo, c'est quoi ton objectif de la journée sur les 4-5 tâches que tu veux absolument faire? Et c'est ça. Et parfois, c'est très varié, c'est sur plein de projets différents, mais je vais me mettre, en gros, plutôt entre 6 et 10 tâches, tu vois. Parfois, c'est des petites, parfois, c'est des grosses. Et ça, c'est ce que je dois débiter sur la journée, peu importe. Et il y a des trucs qui se font en 3 minutes et que je vais faire dans un transport ou en attendant quelqu'un. Et il y a des trucs qui sont à 1 heure et c'est du deep work, c'est du focus. Mais ouais, je pense que l'organisation, c'est ultra clé et je le fais du coup à 2 niveaux. Non-stop dans mon fourre-tout sur Notion pour balancer tout ce qui est à droite et à droite à gauche. Et puis le matin, quand je démarre ma journée, hop, et la to-do, elle bouge pas, quoi. Alors moi, il y a un truc là-dessus. Alors déjà, merci pour ce précieux conseil. Moi, c'est vrai que je n'utilise pas Notion pour ça, mais je trouve que c'est assez pratique. Et je sais que tu avais fait un post récemment sur LinkedIn avec un peu les 15, 20, 30 outils qui te permettent effectivement de faire tourner un certain nombre de trucs, que ce soit des campagnes d'email, des échanges avec des gens, des outils de pilotage, ce genre de choses. Mais moi, il y a un vrai problème que j'ai, après j'arrête de parler de moi, mais c'est j'arrive pas à savoir combien de temps ça va me prendre. Souvent, je me dis, ah, mais ça, c'est bon, ça va me prendre une demi-heure. En fait, je me retrouve, le truc me prend 1h15, tu vois ou pas? Et c'est vachement difficile de doser le temps que ça va te prendre. Ou alors, je suis peut-être très très lent, c'est possible aussi, mais. Je suis d'accord, mais en fait, ce qui est difficile là-dedans, c'est d'arriver plutôt à trouver le moment où tu as l'énergie et t'as la dispo. Que tu vas arriver à te mettre dans un mode focus où il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de notification, il n'y a rien. Et en fait, la tâche, elle va prendre le temps que tu lui donnes. C'est-à-dire que si tu as 5 heures, tu vas le faire en 5 heures. Si tu avais 1 heure, tu le ferais aussi en 1 heure. C'est juste que si tu as 1 heure, vraiment, c'est notification coupée et c'est tu débites et boum. En fait, tu arrives à tout faire. Ce qui fait que tu vas mettre plus de temps que ce que tu avais prévu. C'est parce que tu n'es pas réellement concentré sur la tâche, que tu vas penser à d'autres choses. Peut-être que tu vas. Alors, soit tu vas te déconcentrer par des notifications extérieures, soit juste tu vas pas avoir le niveau d'énergie disponible, quoi. Ouais. Moi, je vais faire la réflexion. Il y a pas si longtemps, en fait, j'ai enchaîné 2-3 trucs de vacances, tu vois. Et en fait, c'était des vacances. J'étais content d'y être, mais en même temps, j'avais envie de bosser. J'ai des trucs sur lesquels j'avais pas besoin de repos à ce moment-là. Et j'avais la frustration de me dire, j'ai l'énergie pour bosser, mais j'ai pas le temps pour bosser parce que j'ai plein d'activités, j'ai plein de trucs à faire, j'ai des gens à voir, j'ai les transports, j'ai plein de trucs. Et en fait, il y a d'autres moments où j'ai carrément le temps, j'ai une journée de travail. En revanche, j'ai pas l'énergie pour bosser. Parce qu'en fait, au bout de 4-5 heures où t'as vraiment été, je sais pas, intensément concentré, productif, bien sûr. Bah, tu peux plus. Donc, t'as peut-être encore 4-5 heures devant toi. Elles sont dispo. Mais tu peux pas être aussi productif. Et donc, il faut arriver à trouver un peu ce moment où t'as les deux qui se rejoignent, où tu vas à la fois avoir le temps devant toi, et de façon vraiment concentrée, et en même temps, t'as de l'énergie pour être là. Et ça, faut faire bon usage. Et c'est là où, du coup, tu vas être capable de dire, bah, dans la priorisation que tu fais le matin aussi, c'est ça qui est ultra clé. C'est qu'au fil de ta journée, tu vas parler ta to-do et tu vas te dire, ok, mais en fait, là, cette tâche-là, c'est hautement intellectuel, ça va me prendre de l'énergie, il faut que je sois focus et que je la fasse au bon moment. Donc, peut-être le matin, vraiment, mon énergie, elle est plutôt le matin ou alors très tard le soir, mais pas trop dans l'entre-deux. Et du coup, tu t'envoies ça et après, t'as des tâches un peu plus tranquilles, tu vois, je sais pas, c'est l'email, c'est la prospection, c'est la compta, c'est des trucs un peu. Il faut juste le faire, mais pas besoin d'être concentré. Bon, bah, voilà, ça, tu peux le faire à des moments où t'es un peu cuit, quoi. Et non, mais merci beaucoup pour ces points-là parce qu'en fait, et moi, j'ai ce questionnement-là sur effectivement, moi, je me mets plutôt des blocs, effectivement, et en fait, j'en reviens un peu de ça. Bref, on a bien digressé là, mais je trouve que c'est important cette notion d'organisation personnelle. C'est clair. Et puis d'être en capacité de savoir si on est plutôt du matin ou du soir, et quand est-ce qu'on va chercher l'énergie. Moi, ma femme, c'est le matin, c'est je sais pas, 7h, 9h, je sais qu'elle est au charbon, elle arrête pas. Moi, c'est plutôt le soir, à partir de 20h, 22h, je sais que je peux travailler vraiment tard, quoi. C'est ça, mais c'est un bon rythme. Et puis après, je pense qu'il faut se connaître aussi, tu vois. Moi, je sais que je peux bosser à peu près n'importe où, même recroquevillé sur un siège passager dans une bagnole. Je suis dans ma bulle. En fait, tu peux me parler, je t'entends même pas. Je suis concentré sur mon truc, ça me dérange pas. Et d'autres, ils ont vraiment besoin d'un coin calme. Et en fait, c'est ok. Avec un bureau très posé, très organisé. Cool. Déjà, moi, j'aime bien cette petite première digression. Ça lance le débat. Je vais pas te faire l'affront de te demander où tu passes ton lundi.
avis. Hein. Je te propose qu'on rentre, parce que tu avais déjà répondu à la question. Ça change tout le temps. Exactement. Ma grand-mère, quand je l'ai au téléphone, elle me demande pas comment je vais, elle me dit t'es où? Ah ouais, c'est le premier truc. Oui, mais d'ailleurs, cette question de comment vas-tu, tu vois, déjà, les gens n'y répondent plus. J'évoquais ça à un dîner hier, et genre, en fait, déjà, je trouve que les Parisiens, les gens dans les villes, c'est comment vas-tu? Et toi? Il y a plus bien et toi? C'est-à-dire que maintenant, c'est même plus le sujet, quoi. À l'américaine, quoi. T'as compris qu'en fait, on s'en foutait. Ouais, alors, et moi, je suis un campagnard, et je discutais l'autre jour avec quelqu'un qui est originaire de là-bas également, que je connais depuis longtemps. Et je lui dis, alors, comment allez-vous? Et il me dit, franchement, ça va pas terrible. Je suis un peu ballonné en ce moment et tout. Et il commence à me raconter. Et moi, j'adore, je rentre là-dedans. Pour moi, c'est pas du temps de perdu. Ouais, c'est vraiment du temps de relaxation. Tu t'échanges avec quelqu'un, c'est voilà. Même si c'est pas si profond, c'est quand même assez superficiel, mais je trouve que c'est important. Ouais. Bref, on revient à ton actualité. Moi, j'ai envie de te faire un petit exercice. Je sais pas si tu vas savoir le faire. Ça me fait un peu rire de le faire. Est-ce que tu es capable de nous raconter ton année en 30 secondes? L'année, elle a démarré avec la préparation du montage du documentaire Time to Work. Il est sorti au printemps. C'était un des meilleurs moments de l'année. Juste avant, on avait fait un événement au Grand Rex qui était la Whip Expedition Night. Bien sûr. Et donc, ça s'est enchaîné. Et puis, une fois que le documentaire est sorti, j'ai eu pas mal de projections. Ensuite, l'idée du nouveau documentaire nous est venue et j'ai passé l'été à le préparer. Et puis là, depuis septembre, on a tout tourné et on a attaqué la phase de montage qui va nous occuper jusqu'au printemps prochain. Et donc, arrive la fin d'année, là où je suis en mode hibernation et préparation des prochains projets. Et c'était assez varié. Ok. T'as oublié la BD dedans, je crois aussi. J'ai oublié la BD. Mais alors, pourquoi j'ai oublié la BD? Parce qu'en fait, tu m'as donné l'année et en fait, j'ai pas bossé dessus depuis janvier. Okay. En fait, c'est une BD que j'ai écrite. Que t'avais déjà dans les tiroirs l'été dernier. Okay, donc pas l'été 2022. En fait. Et en fait, je le sais parce que il y a beaucoup d'éléments de ma vie perso qui sont dans cette BD. Tu vois, et typiquement, elle démarre à Biarritz parce qu'en fait, quand j'ai posé les premiers mots de cette BD, j'étais à Biarritz à ce moment-là. Okay. Et après, elle passe par Chamonix. En fait, c'est un peu la vie que le personnage, c'est moitié fiction, moitié réalité. Évidemment. Donc ouais, je me rappelle de ça et c'était vraiment il y a un moment. Donc en fait, moi, le process, donc je suis pas tout seul cette BD, je bosse avec Sophie. Sophie qu'on n'a pas pu avoir aujourd'hui, qui est pas là, mais j'espère qu'elle viendra. Moi, j'ai vraiment envie de la voir, je pense. Mais ouais, elle est géniale, Sophie. Profil incroyable. Et Sophie, en fait, au départ, on cherchait plutôt une illustratrice sur la première bande dessinée. Je me souviens. Et en fait, elle s'est révélée être évidemment une super illustratrice, elle fait des dessins géniaux, mais en fait, elle est une super co-autrice aussi. Et notamment sur cette deuxième BD, on a encore plus bossé main dans la main sur l'écriture. Et donc, pourquoi je te dis tout ça, c'est parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à bosser sur l'écriture tout seul dans mon coin et après Sophie rebosse dessus et donc elle a vraiment bossé dessus cette année, mais moi en fait ça fait déjà quasiment un an et demi que j'ai bossé dessus. Ouais, ça fait longtemps. En tout cas, merci pour l'exercice des 30 secondes, je trouvais que tu l'as fait vachement bien fait, franchement c'est propre. Non mais ça dénote aussi pas une culture de savoir où tu vas, mais une capacité à savoir effectivement ce que tu as fait et ce que tu vas faire, et je trouve ça assez cool. Moi je te propose qu'on commence par le docu, parce que j'ai pas mal de questions là-dessus, et puis on terminera par la BD bien évidemment, et d'autres choses si on a le temps. On a quelques surprises dans les tiroirs. Le docu en cours, la thématique, c'est l'intelligence artificielle en particulier et son impact sur le monde du travail. J'ai entendu dire que tu étais passé d'une masterclass à Stanford et ça se terminait sur de l'artisanat à Marseille. 6 mois de montage, entre autres. Moi, j'ai envie que tu nous fasses saliver, mais j'ai envie que tu vois, tu disais un truc, tu dis, voilà, j'ai eu l'idée pendant cette année au milieu d'un stream de travail. J'aimerais savoir comment l'idée t'est venue, avec qui, c'est quoi la genèse de ce projet en fait? Ouais, bah écoute, l'idée, elle est venue, et c'est la même chose à chaque documentaire, elle est venue des conversations que j'ai lors de projection. Et donc, je me rappelle très bien, on sort le documentaire Time to Work, qui parle de notre rapport au temps de travail. Bien sûr. Et en fait, dans la salle, on parle... Qui est le troisième documentaire. Qui est le troisième Work de la série, ouais. Et donc, on est au cinéma, on fait des projections, on en enchaîne, on fait Paris, Bordeaux, Lyon, et en fait, sur la même semaine, je me rends compte qu'il y a beaucoup de conversations qui tournent autour de l'intelligence artificielle. Et en fait, il y a un lien évident, en rapport au temps de travail, tu vois, sur l'IA. Est-ce que l'IA peut nous permettre de baisser le temps de travail? C'est un des sujets. Et donc, je me rends compte en fait que sur la même semaine, sur 3-4 projections, on est revenu plusieurs fois sur ce sujet-là. Et puis, en parallèle, tu vois, je commence à lire des articles sur le sujet, des trucs qui sortent dans la presse qui sont intéressants à ce moment-là. Puis on en parle avec les réals, avec Flo et Guillaume,
On dit ouais, c'est un sujet qui est stylé, qui est intéressant et sur lequel il y a beaucoup de choses à raconter. Et à chaque fois, nous, il y a plein de sujets intéressants. En vrai, sur le futur du travail, on pourrait faire des documentaires pendant 100 ans s'il fallait. Mais on cherche un sujet qui nous intéresse, nous aussi, à titre personnel. Est-ce qu'on a vraiment envie de passer un an le nez uniquement là-dedans, quoi. C'est pas une notion marketing, c'est une notion d'envie, d'ambition derrière, etc. Bah ouais, c'est ça. En fait, on se rend compte qu'il y a un intérêt, que les gens, c'est un sujet qui les intéresse. Et nous, on se dit, est-ce que ça nous intéresse aussi, nous, tu vois. Il y a plein de sujets qu'on me propose et je me dis, bah, en fait, non, tu vois, moi, ça me parle pas. C'est intéressant peut-être d'un point de vue business, mais moi, ça me parle pas. Et donc, je vais pas le creuser. Et donc ça, on s'est tout de suite dit, ouais, c'est cool. Et donc là, on était, tu vois, mi-avril. On s'est dit, ok, let's go. On s'est laissé 2 mois pour écrire le documentaire, le préparer. Et donc là, c'était le 4e. C'était le plus difficile en matière de préparation. Mais vraiment, pourquoi? Pour trouver les bonnes personnes, trouver les sujets. Alors pour trouver les angles, c'était pas très compliqué. J'ai beaucoup lu, j'ai fait beaucoup de veille, je suis monté. Alors plus difficile parce que autant je maîtrisais très bien tout ce qui était futur du travail sur le côté organisationnel, management. Ouais, c'est ta zone de confort. C'est ma zone de confort, mon sujet depuis 4 ans. Sur l'IA, c'était pas mon sujet. Ouais, ok. Et puis ce qui est difficile, pardon de te couper, c'est de trouver. Allez, j'extrapole un peu, mais de faire la différence entre les charlatans, les mecs qui racontent, qui sont un peu bullshit, et les mecs qui se connaissent vraiment. Enfin, des hommes, des femmes, peu importe d'ailleurs. Mais... C'est exactement ça. C'est qu'en fait, une fois que j'avais trouvé mon angle, et donc ça, c'est pas de problème, j'ai bossé dessus, et il faut juste potasser. C'est comme n'importe quel sujet, ça fonctionne. Après, il faut trouver les bonnes personnes pour prendre la parole. Et sur l'IA, c'était un moment où il y avait une hype de ouf, on est toujours dedans d'ailleurs. Ouais, et en fait, t'as beaucoup de gens qui parlent sans savoir de quoi ils parlent. Ouais. Alors, t'as de ça, t'as des gens qui sont un peu des charlatans, c'est du bullshit. Et t'as aussi des gens qui sont super sincères, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de recul parce que les IA génératives, c'est tellement récent. En fait, pour avoir des résultats un peu probants sur lesquels tu peux prendre la parole en étant vraiment à l'aise, c'est compliqué. Donc, il y avait ça. Et en plus, autre difficulté, c'est qu'il y avait des boîtes qui avaient des résultats qui étaient probants, qui étaient géniaux. Que j'ai appris, je parle un des GAFAM, vraiment boîte. Donc il y a un des GAFAM dans le documentaire, mais il y a un autre des GAFAM que j'avais approché. Je parle avec la DRH de cette boîte-là qui me dit trop stylé le sujet, j'en suis. Plein de trucs à te raconter et elle prenait la parole régulièrement sur LinkedIn et tout, donc voilà, ça marche bien. On se contacte, elle dit j'en suis. Elle revient vers moi 10 jours après en me disant en fait mes RP ils m'ont dit je peux pas prendre la parole dessus, c'est trop early pour qu'on commence à prendre la parole, c'est pas dans le plan strat de communication en fait. Donc elle a peur de se retrouver dans un an, dans 6 mois, dans 3 ans à passer pour un con quoi en fait, sur des trucs où tu t'es trompé. Il y a aussi ce sujet là en fait de se dire t'as peut-être des gens qui ont des trucs géniaux à raconter mais ils vont pas te le dire face caméra, ils vont te le dire en off comme ça mais ils vont pas te le dire face caméra parce que c'est un sujet qui est ultra early. Donc c'était hyper complexe à organiser et maintenant avec du recul je suis trop content, on a des speakers qui sont géniaux, je suis hyper content de ce qu'on a fait. Il y en a un ou deux, je pense qu'on aurait pu aller plus loin encore, ou on aurait pu faire mieux encore sur un ou deux trucs, mais globalement on a monté en niveau énormément par rapport au documentaire précédent. On a un level de speaker qui est assez dingue et effectivement tu l'as dit, on a commencé par une masterclass à Stanford avec Eric Brynjolfsson que j'ai adoré, qui en gros dirige la recherche sur l'IA pour l'université de Stanford. Et alors, la question que j'ai, c'est, avant de rentrer dans le détail, plus justement du questionnement qu'on a sur l'IA et son impact sur le futur du travail, parce que bien évidemment, tu es là pour parler du docu, mais on va rentrer dans des questions un peu plus pratico-pratiques et concrètes, mais est-ce que ça va être une série de docus sur l'IA, comme tu l'avais fait effectivement sur Work in Progress, ou pas du tout ? Non, ça sera le seul, à mon avis, qui traitera de l'intelligence artificielle. La différence, c'est que effectivement, les 3 documentaires précédents, c'était des documentaires de peu près 1 heure. La série Work in Progress, là, on a mis fin à ça. C'est toujours sur la bannière Work in Progress parce que ça chapeaute plein d'autres projets. Mais en revanche, ça va être quelque chose d'à part. On est parti sur 4 épisodes de 15-20 minutes. Ok, ah ouais, d'accord. Donc on est sur une série un peu différente, c'est-à-dire que dans la construction même c'est différent parce qu'il faut qu'on réfléchisse par épisode. Bien sûr. Pour avoir un lien logique mais en même temps qu'il puisse se tenir tout seul. Et on rajoute de la fiction aussi. Donc on voulait marquer la rupture avec les précédents documentaires. Et on est super content de partir sur ce défi-là aussi parce que il y a aussi il y a le sujet mais il y a aussi le défi personnel. Quand on est parti sur un nouveau documentaire, moi j'ai dit aux gars, Flow Geek, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse peu importe le sujet, qu'est-ce que vous avez envie de faire en termes d'intention de réalisation, qu'est-ce qui vous ferait kiffer en fait? Et elle dit la fiction tout de suite, on s'est dit c'est cool quoi. Du coup, je rentre un peu dans le vif du sujet. L'idée, c'était pas de spoiler trop justement l'audience qui va bien évidemment, je pense, découvrir ce documentaire incessamment sous peu. Voilà, mais il y avait une des questions que tu abordais d'ailleurs dans ta newsletter, qui est très cool. Hein. Je vous invite tous à aller vous inscrire. Elle est, moi, je l'aime beaucoup. Elle est bien touffue et pointue, je trouve. Et elle est sincère par ailleurs aussi. Il y a ça, et ça, je pense que c'est très important. Et t'évoquais un sujet sur l'intelligence artificielle et de savoir si ça allait nous débarrasser des bullshit jobs ou pas. Et du coup, je voulais avoir ton avis sur le sujet.
Bah ouais, c'est intéressant. C'est un truc qu'on a abordé avec beaucoup de monde. C'est drôle d'ailleurs quand j'ai posé la question à Oxford devant un professeur, tu vois, le terme bullshit, qui est un peu un gros mot quand même en Angleterre. C'est complètement un gros mot. Ça l'a fait en mode sursauter. Comment tu peux dire ça dans l'enceinte? Alors du coup, pour rappeler le terme de bullshit job, c'est un terme qui a été crafté par David Graeber, qui est un anthropologue britannique et qui en gros parlait de tous ces jobs à la con, dont la personne qui l'exerce est certainement entourée de prestige, mais a du mal à le définir et c'est elle-même qui l'est dépourvue de sens. Donc c'est pas juste pour dire c'est un job de merde, c'est vraiment une définition quand même qui a été acceptée par la communauté. Voilà, job à la con, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de sens, mais la personne le fait quand même. Pourquoi l'IA pourrait nous en débarrasser? Parce que l'intelligence artificielle, par rapport à d'autres révolutions technologiques qui a surtout menacé des emplois qui étaient industriels, menace aujourd'hui plutôt des emplois col blanc. Et on a quand même complexifié l'économie énormément à un point qu'on a des jobs qui sont des bullshit jobs majoritairement chez des col blancs. Avec des jobs un peu inutiles. On pense à beaucoup de jobs assez facilement. J'ai pas mal de potes moi qui sont dans des bullshit jobs et parfois, c'est des prisons dorées, t'en sors pas, en fait, parce que c'est bien payé. Ouais, exactement. Et en fait, la question fondamentale que va poser l'intelligence artificielle sur les jobs qui sont remplacés, c'est de se dire, en fait, quelle est l'utilité de mon job? Et en fait, que ton job soit... L'idée, c'est pas réfléchir en termes de métier, mais en termes de compétences. Et donc, au sein d'un job, tu vas te dire quelle est la part de compétences qui sont potentiellement menacées ou protégées de l'intelligence artificielle, de remplacement par l'intelligence artificielle. Et en fait, tu as beaucoup de jobs qui sont pas forcément utiles, où tu vas dire, mais en fait, j'apporte pas beaucoup de valeur, je crée pas de valeur. Et donc, potentiellement, ils vont pouvoir être remplacés. Et je crois que c'est plutôt... Alors, il y a cette idée de se dire, peut-être qu'on va pouvoir travailler moins, et donc on va se débarrasser de certains jobs qui sont inutiles en termes de valeur, et on va réorienter la valeur différemment au sein de la boîte. Dire, bah ok, toi, tu avais un job sur lequel peut-être que tu créais pas beaucoup de valeur, c'était pas intéressant. Peut-être que tu vas, au sein de la boîte, arriver à te recentrer sur la valeur. Et donc, tu quittes pas la boîte, tu fais autre chose. Et ça, je pense que c'est super sain. Après, tu peux aussi te dire, bah, c'est peut-être l'occasion de changer de job, en fait, et d'aller me réorienter vers un job qui, lui, va pas être menacé par l'intelligence artificielle. Et en fait, ce qui est hyper marrant, c'est de se dire que les jobs les moins menacés, c'est les jobs dont on a le plus besoin, qui sont les plus essentiels. Et globalement, c'est les métiers de la logistique, c'est les métiers du care, tu vois, les métiers du soin. Ouais. Ça, c'est des métiers qui sont ultra protégés de l'intelligence artificielle. Avant qu'une IA t'aide à boutonner ta chemise, qu'une IA t'aide à t'occuper d'un bébé, d'une personne âgée, t'aide à préparer ton repas, par exemple. Ça, c'est le genre de choses que l'IA va pas pouvoir faire tout de suite et sur lesquelles, en fait, on a un besoin énorme de main-d'œuvre, sur lesquelles il y a une énorme pénurie. Et donc, l'idée pourrait être de se dire, en fait, si tu as vraiment des gains de productivité conséquents avec l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais ce qui le sera peut-être à l'avenir, tu peux réorienter une partie de ta main-d'œuvre qui était sur des jobs inutiles vers des jobs qui sont beaucoup plus utiles et qui, eux, sont protégés, en fait. Et la vraie question, et alors, c'est là où, et d'ailleurs, c'est un des sujets qu'on a abordé avec Laetitia dans notre premier podcast et on n'était pas d'accord là-dessus. Moi, j'étais beaucoup plus optimiste qu'elle et elle, le regard. Certainement plus naïf aussi qu'elle, mais en fait, la question, c'est de se dire, est-ce que quelqu'un qui a, je sais pas, bac plus 5, avocat, alors c'est pas un bullshit job, tu vois, mais c'est avocat, c'est un métier qui est menacé, ou comptable. Oui, ça dépend des expertises. C'est ça, mais t'as tout, tu vois, ou consultant. Prenons consultant qui peut être là, pour du bullshit job. Dans le vrai, très clair. Mais consultant, tu vois, qui a passé ses journées à aligner des slides, à pitcher, tu vois, à vendre des rapports d'études, à faire tout ça. Est-ce qu'il va accepter, tu vois, d'un point de vue social, de se dire, moi, en fait, demain, je vais aller bosser dans des EHPAD et je vais m'occuper de personnes âgées et en fait, ça va être ça mon job, au-delà même de l'argent, tu vois, même partant du principe que la personne va payer le même salaire. Ouais. Au-delà même de l'argent, tu vois, mais on n'est pas là, hein, mais si on écarte ça, tu vois, est-ce que la personne, juste socialement, va accepter? Parce qu'en fait, c'est déjà qu'on a tellement dévalué les métiers du care pendant longtemps que du coup, tu vas vivre quand même une forme de descente dans cette histoire. Et donc, je pense qu'il faut recréer des récits social, quoi, enfin, en tout cas, de valorisation de qui tu es par rapport à la société. Mais c'est ça, exactement. Mais du coup, bon, de façon plus générale, la question fondamentale que pose l'intelligence artificielle, c'est quelle est la valeur que je crée. Et en gros, je pense que c'est une question qu'on se posait pas suffisamment et l'IA va la poser. Et pour certains, ça sera assez évident et tant mieux. Et pour d'autres, en fait, ça peut être l'occasion de repenser un petit peu la valeur qu'on crée au sein d'une boîte ou de faire autre chose. Ouais, parce que si tu veux, moi j'ai quand même je rebondis sur ce que tu disais, je reviens sur le présent de l'IA, mais bon, au-delà de tous les contenus qu'on peut voir à la fois sur LinkedIn ou ailleurs, mais qui est un peu un microcosme sur effectivement l'avènement de ChatGPT, ce que ça crée notamment, enfin ce que ça a comme impact sur les créateurs de contenu entre autres, etc. Bon, très bien, j'étais avec quelqu'un la semaine dernière qui me dit ah ouais, mais en fait ChatGPT ça peut me faire tout mon calendrier éditorial. Je dis ouais, mais c'était déjà le cas il y a 1 an et demi en fait, mais après il y a des gens qui redécouvrent, donc ça continue à je dirais à s'élargir au niveau de l'audience, etc. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que
Je sais pas la sensation, j'aimerais avoir ton regard là-dessus, mais j'ai pas la sensation qu'on ait un impact très concret, mesuré sur l'intelligence artificielle aujourd'hui, effectivement, dans cet aspect, retirer des tâches qui sont potentiellement très chronophages et qui ne nécessitent pas beaucoup de connaissances. En tout cas, soit on n'a pas le recul, soit j'ai pas l'info aussi, c'est possible. Non mais alors, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a deux sujets. Alors déjà, oui, je pense que de toute façon, les IA, globalement, aujourd'hui, produisent du contenu plutôt moyen. Et donc, toi, tu sais déjà écrire un post LinkedIn, tu vois, et donc, t'es pas la cible pour un chat GPT, parce que tu l'écris beaucoup mieux que lui. Par contre, mets-toi dans la peau de quelqu'un qui démarre tout juste, tu vois, qui sait pas trop comment faire, peut-être qu'il parle pas très bien français, ou alors qui parle bien français, mais qui est pas du tout à l'aise, qui a jamais écrit quoi que ce soit, tu vois, qui a jamais fait de rédaction, c'est quelqu'un qui fait des maths. Et ben c'est là où ChatGPT va être utile pour avoir les conseils. En fait, c'est pas quelqu'un qui a déjà accès aux meilleurs avocats, aux meilleurs fiscalistes, tu vois, aux meilleurs comptables, aux meilleurs RP qui va bénéficier pour l'instant des IA. C'est l'entrepreneur qui démarre, qui sait pas trop quoi faire, qui est assez peu qualifié dans tous ces domaines et qui va avoir une personne, un assistant, tu vois, qui va pouvoir l'accompagner là-dessus. C'est l'IA. Mais effectivement, c'est assez moyen pour l'instant ce qu'il est capable de produire. Et c'est pour ça, je pense que tu t'en tires pas la valeur que t'as. Et je suis d'accord avec toi. Moi, c'est la même chose. Et ça pose une autre question aussi. C'est qu'est-ce qu'on fait des gains de productivité que l'IA apporte. Pour l'instant, ils sont minimes, c'est pas grand-chose. On les transfère où, quoi? On les transfère où? Et en fait, on a trois options. Bon, pour l'instant, c'est quasiment rien. Moi, c'est la même chose que toi. Tu vois, j'utilise l'IA régulièrement, mais c'est pas des gains substantiels de productivité. Ça remplace pas des tâches vraiment énormes. En revanche, peut-être que la question va se poser pour d'autres professions, et elle se pose déjà, tu vois, sur le métier de comptable, en réalité, t'as quand même beaucoup de choses qui sont faites avec des IA, la saisie des écritures, c'est un truc qui n'est plus fait de la même façon, la rédaction dans le métier d'avocat aussi, c'est quelque chose, mais c'est pas que l'IA, c'est plutôt l'informatisation, le numérique qui a changé beaucoup de choses. Bon, là-dessus, tu vois, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait avec ces gains de productivité, et il y a trois possibilités. Soit tu vas servir plus de clients, tu vas dire, bon, en fait, avant je servais 10 clients, maintenant j'en sers 100. Donc, notion de productivité, rentabilité. Croissance, productivité à fond. A priori, c'est ce qui se passe. Je suis pas convaincu, mais bon, là, mais en fait, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Et en fait, c'est naturellement. Tu vois, demain, parce qu'il y a une course latente, justement, productif, etc. Demain, ton post LinkedIn, tu mets 5 minutes ou 10 minutes à l'écrire. En fait, tu vas en faire 2 par jour plutôt que d'en faire. Oui, c'est possible. Comme ça, c'est possible. Et en fait, bon, et je pense que c'est pour ça qu'il faut faire un choix conscient. Ça, c'est la première option. C'est croissance, tu produis plus. Deuxième option, c'est tu réduis le temps de travail. Tu dis, bah en fait, ok, je bossais 35 heures. En fait, non, je suis capable de faire la même chose, de produire la même quantité. Donc, le reste du temps, c'est du temps libre. Et je bosse que 30 heures ou je bosse que 25 heures. Donc, peut-être, tu vois, on se dit, bah ok, on réduit le temps de travail. C'est du temps libre. Alors, temps libre pour faire quoi? Temps libre peut-être pour du loisir. Mais peut-être que c'est du temps libre aussi pour d'autres travails. Tu sais, dans le documentaire précédent Time to Work, on parlait de la définition du travail de James Sussman qui explique que le travail, c'est une dépense d'énergie dans un but précis et que tout est du travail. Et que donc, quand tu vas élever tes enfants, quand tu vas faire de l'aide à un proche, quand tu vas faire du bénévolat, tout ce qui est du bon sens, bah, tu t'es pas rémunéré, mais en réalité, c'est du travail. Donc peut-être que tu vas passer de 35 heures, tu vas passer de 35 heures à 25 heures sur ton emploi rémunéré, ton job principal, mais que tu vas passer 5 ou 10 heures à faire des trucs que tu faisais pas forcément, passer plus de temps pour ta communauté, pour ton entourage, pour tes proches, pour faire du travail aussi, mais travailler différemment. Et puis, la troisième option, c'est de se dire, peut-être que je peux créer de la valeur différemment au sein de ma boîte. Peut-être que, en fait, en dehors de ma fiche de poste, je peux créer de la valeur et je peux, tu vois, peut-être créer de l'innovation, tu vas nourrir des conversations avec des personnes croisées du monde. D'une utilité différente que celle pour laquelle j'ai été embauché, ma mission spécifique. Exactement. Exactement. Et ça, je crois que ça a beaucoup de valeur et je crois qu'il faut qu'on se pose cette question-là et qu'on fasse un choix conscient de comment est-ce qu'on veut attribuer ces gains de productivité et qu'on le fasse tous ensemble dans la boîte. En fait, ce soit pas juste la direction et la gouvernance qui s'occupe de cette histoire. Et en fait, cette dernière option, elle fait écho à une conversation que j'ai eue avec du coup une personne qui travaillait chez Google. Qui sera dans le documentaire, qui n'y travaille plus maintenant, mais qui y était et qui m'expliquait qu'en fait chez Google il y avait un taux de, alors c'est pas un taux d'occupation, mais c'est en gros un taux de staffing optimal et que on attendait et qui était mesuré en fait. En gros, la direction de Google mesure le taux et c'est pas 100% en fait auquel tous les employés doivent travailler. Et ils le mesure avec les moments où ils badgent, les moments où ils rendent les dossiers, tu vois, où les développeurs ils vont envoyer des timesheets ou des trucs comme ça, des outils. Ils ont plein de data, bon c'est une bonne data de toute façon, ils ont tout ça. Ouais, bien sûr. Mais qu'en gros, ils attendent pas de leurs salariés qui bossent à 100% de leur temps. Et qu'il y a un certain chiffre qui est tenu secret qu'elle a pas voulu me partager en disant elle a pas voulu. C'est un chiffre, tu vois, qui est vraiment ultra secret, qui est gardé vraiment apparemment, tu vois, avec très peu de personnes qui connaissent. Elle m'a dit que d'ailleurs cette conversation elle a niéré si jamais on lui posait la question. Mais bon, de façon générale, c'est pas que Google, c'est plein de boîtes qui font ce genre de calcul. Mais en gros, de se dire, on veut pas que nos employés ils soient occupés à 100%. On veut que nos employés, en fait, ils aient du temps
pour eux, parce que c'est la qualité de vie au travail, mais au-delà de ça, ils aient du temps aussi pour choper une nouvelle idée. Tiens, dans les couloirs, je te croise, on parle de ça. En fait, c'est un projet qui va naître. Si je suis staffé à 100%, voire à 120%. Créativité, innovation, quoi. Ouais, je pense à mes potes qui sont M&A, tu vois, 120%, 150%, où tu vas faire exprès d'avoir une main-d'œuvre qui va être sous-staffée pour arriver à avoir une culture de travail qui est abjecte, tu vois, qui est affreuse. T'as pas le temps, en fait, d'avoir cette conversation-là. Juste, t'es la routine, t'es sur les rotules, tu cours, et juste, tu fais le minimum, tu vois, tu sers. Mais tu n'as pas le temps de la créativité, l'innovation, tout ça. Et en fait, l'avenir d'une boîte, une boîte qui est pérenne, c'est ça, c'est de se dire, j'ai du temps pour prendre de nouveaux projets. Donc, concrètement, dans le quotidien, un recruteur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, ok, j'ai un objectif de recrutement, je match mes postes vacants avec des candidats, mais peut-être que du coup, je vais avoir plus de temps pour me pencher sérieusement sur ma culture, je sais pas, ma diversité inclusion. Quelle est ma politique? Je vais avoir plus de temps pour repenser l'expérience d'onboarding. Tu vois, là où je m'étais mis une tâche d'1 heure dans le mois pour gérer le truc et me dire, ok, comment je peux l'améliorer rapidement? Non, là, peut-être que j'ai vraiment le temps de me dire, ok, task force, comment est-ce que je repense la meilleure expérience onboarding? Et puis après, en fait, qu'est-ce que je peux faire pour mes talents actuels? C'est quoi qui peut faire que l'expérience collaborateur va être modifiée de façon concrète? Et en fait, c'est du temps que tu vas pouvoir passer pour augmenter la qualité de ce que tu fais énormément et la valeur de ce que tu vas pouvoir faire dans l'entreprise. Et ça, je crois que ça a beaucoup de valeur et c'est un des sujets sur lesquels on peut carrément jouer si jamais tu passes de 35 heures à 25 heures. Mais ça, c'est... J'adore parce que tu disais un truc tout à l'heure, j'ai loin de moi l'idée de te taquiner un peu quand même, mais tu disais, ouais, je suis peut-être un peu naïf. Moi, je vis pas trop dans le monde des bisounours, mais pour moi, c'est un truc de la tech, c'est-à-dire, c'est des boîtes qui sont en capacité de se dire, en fait, ouais, tu vois, la renta d'un collaborateur, elle est s'il bosse 70% de son temps, donc grosso modo, je me dis qu'à 85%, bon, bah voilà, je m'en sors pas trop mal finalement, et que le reste du temps, il est là pour gamberger, trouver des idées, etc. Je trouve que c'est une bonne idée. Après, sur le papier, j'entends, tu vois. Ouais. Après, je me dis, tu vois, moi, là, en ce moment, j'ai beaucoup envie de faire intervenir des gens du primaire, du secondaire, de l'industrie. C'est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que dans le service, il est plus facile d'innover, de créer des choses. Je veux dire, quand tu es dans ces industries-là, ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus au long cours. Donc, tu vois, est-ce que c'est réaliste d'avoir une partie des gens qui sont là pour faire une activité de stimulation dans le cadre de leur travail, etc. Tu vois, je sais pas si c'est réaliste. Je pose la question de manière, pour le coup, complètement naïve de mon côté, tu vois. Mais ouais, moi, je pense que ça marche dans tous les secteurs. Tu vois, je te prends un exemple qui est tiré du précédent documentaire, mais on n'en parle pas comme ça, mais Buurtzorg. Buurtzorg, c'est la boîte dont parle Lalou aussi dans Reinventing Organization. Ce sont des infirmières qui travaillent aux Pays-Bas, mais elles ont essaimé dans d'autres pays aussi. Et la particularité, c'est qu'ils ont supprimé le rapport au temps qui était vraiment industriel dans la gestion des soins pour passer à quelque chose qui est beaucoup plus autonome dans les parts infirmières. Donc elles-mêmes décident de la façon dont elles s'organisent. Et récemment, le gouvernement néerlandais a reconnu le travail de prévention qui était fait en médecine par ces infirmières-là. Et donc, elles sont rémunérées aussi. Le Buurtzorg est rémunéré sur la prévention. Ce qui n'est pas le cas du tout avant. Tu vois, avant, l'infirmière fait son soin, elle est payée, c'est remboursé par la Sécu. Voilà, je sais pas, une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, hop, t'es payé là-dessus. Sauf qu'en fait, ces infirmières-là, elles passaient du temps avec les patients. Du temps, et parfois, c'est du temps qui n'était pas rentable, du temps perdu. Tu vois, tu pourrais dire, ok, mais non, on veut enchaîner, non. Sauf que là, c'est du temps qui est passé, qualitatif, où les gens, du coup, tombent moins malades, parce que peut-être qu'ils ont repris des bonnes pratiques, peut-être que l'infirmière expliquait quelles étaient les bonnes pratiques en matière de nutrition, peut-être en matière de se préparer le matin pour gagner du temps, qui fait que du coup, tu n'as plus besoin d'une demi-heure d'infirmière le matin, mais peut-être juste 10 minutes. Et donc, en fait, c'est du temps qui est gagné par la Sécu pour aller faire autre chose. Donc, il y a tout un travail de prévention qui a été reconnu par le gouvernement néerlandais, sur lequel ils sont rémunérés maintenant, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ouais, bien sûr. Et ça vient que de l'autonomie qui a été laissée, du côté un peu entrepreneurial que tu as donné dans un métier qui est généralement très descendant, où en gros, tu as le médecin généraliste qui te dit non, soin à telle date, sortie d'hôpital, soin comme ça, et en fait, toi, tu exécutes. Sauf que là, on a dit non, toi, on te donne la responsabilité de trouver les bonnes solutions et d'avoir le temps de le gérer. Donc, ça, c'est mon exemple sur le métier d'infirmière. Mais je pense que dans l'industrie, dans n'importe quel job, tu peux aussi garder ça. C'est possible. N'importe quelle personne est capable de créer. Parce qu'en fait, tu as ton périmètre sur lequel c'est ultra cadré, peut-être parfois sécuritaire aussi, tu vois, tu as des enjeux de long terme. Mais tu as toujours un cadre dans lequel tu peux quand même innover, dans lequel tu peux prendre des initiatives qui vont être géniales. L'autre exemple, mais c'est LDLC, tu vois, je sais qu'on en a beaucoup parlé. Bien sûr. Mais sur la semaine de 4 jours, le fait que Laurent il ait réussi à ne pas recruter dans certaines boutiques, ça vient d'un des salariés qui lui a dit mais attends Laurent, nous on peut s'organiser différemment, on peut remodeler et on va faire des gains de productivité. Pareil, c'est un job en boutique, tu te dis bah non, la boutique comment je vais faire des gains de productivité alors qu'il y a un horaire d'ouverture et de fermeture. Que tu évolues dans des contraintes qui sont fortes. Clairement. Je reviens juste sur le sujet de l'intelligence artificielle, donc le sujet de ton docu. T'évoquais un truc il y a une dizaine de minutes avant qu'on digresse sur l'entreprise, mais moi j'aime beaucoup. Tu disais, en fait, ça doit pas venir uniquement du COMEX, du management, de la direction, etc. Il y a une espèce de responsabilisation individuelle, tu vois, et collective, de se dire, en fait,
je parle pas du fait de détecter ce que l'intelligence artificielle va avoir comme impact sur ton boulot et ce que va te libérer comme temps, mais c'est de se dire, une fois que tu es en capacité de te dire ça va me libérer du temps, toi, tu penses que cette responsabilité, elle doit être partagée entre ce que le collaborateur, lui, il doit se dire, en fait, moi, ça va me libérer 20% de mon temps, donc je vais bosser là-dessus, ou est-ce que ça doit être une notion de culture assez descendante, tu vois, comment ça doit se faire? Bah, est-ce que tu as vu passer cet article d'un développeur aux États-Unis, ou on sait pas où d'ailleurs, je pense que aux États-Unis, qui expliquait qu'il avait réussi à automatiser son job en 10 minutes. Ok. En fait, c'est un gars, ça fait 2 ans qu'il bosse pour une boîte, il fait de la data, et en fait, il a réussi à trouver un programme qui fait qu'en 10 minutes, il fait son job, personne ne s'en aperçoit. Genre pour la journée, donc 10 minutes le matin, c'est torché, et après... Il a posté ça sur un forum anonyme sur Reddit. Ah ouais, j'adore, c'est extraordinaire. Et en fait, c'est anonyme, et il continue aujourd'hui à bosser comme ça. Ouais. Donc, donc, on ne sait pas qui c'est, et donc le mec... On ne sait pas qui c'est. Le mec, il active son programme 10 minutes par jour. Ses collègues, enfin, son travail est bien fait. Il est remercié chaque année. Il prend son augmentation. Tout va bien. Personne n'est au courant de ça. Il délivre les résultats que la société attend. Mais lui, il bosse 10 minutes. Et il dit, en fait, j'ai fait ce choix. Par exemple, je bosse sur le petit projet à côté. Je vais beaucoup plus faire du sport pour moi. Je passe avec mes enfants. Tu vois. C'est hyper divers le temps. Parce qu'en fait, c'est une masse de temps importante. Donc, il a une possibilité, un panel large. Mais la question, en fait, qui sort de cet exemple-là, c'est de se dire, comment est-ce que tu vois, ça va arriver des gains de productivité. Et des gains de productivité, ils vont pas arriver de la direction, ils vont arriver du terrain. Et quelqu'un va se rendre compte, en fait, avec tel produit, je suis capable de gagner du temps, et non. La question qui se pose maintenant, c'est de se dire, dans quelle mesure mes gains de productivité vont remonter jusqu'à la direction, et je vais être capable de savoir où est-ce qu'on fait des gains de productivité. Et en fait, ça va dépendre de la réaction que tu es capable d'avoir. La question, c'est de se dire, est-ce que je le dis à tout le monde, que j'ai automatisé mon job? Est-ce que je communique? Parce que du coup, mes collègues peut-être vont pouvoir aussi se débarrasser de tâches qui sont répétitives, qu'ils n'ont pas envie de faire. Peut-être que moi, on va me trouver d'autres tâches, on va peut-être me laisser on va me faire travailler un petit peu moins, peut-être qu'on va me donner d'autres tâches à faire, on va progresser tous ensemble. Mais en gros, la question, c'est de dire, est-ce que je fais progresser la boîte toute seule, ou est-ce que juste dans mon coin, en fait, je prends mon salaire, et puis je fais ma vie, j'automatise mon truc? Et ben, je pense que la réponse à cette question, de savoir comment vont se comporter les salariés qui trouvent des gains de productivité dans leur quotidien, elle dépend de la façon dont la direction et la gouvernance va réagir à ces gains de productivité. Est-ce que ça va être juste la totale croissance et de se dire non, en fait, bah du coup, c'est très bien, merci, du coup, produit de genre 200 fois plus, 300 fois plus, 500 fois plus, et voilà tes nouveaux objectifs. Ou est-ce que ça va te dire, en fait, ok, trop bien, trop intéressant, bah du coup, maintenant, ton nouveau job, c'est d'aider tout le monde à le comprendre. Peut-être que toi, tu as compris avant les autres, mais peut-être que tout le monde n'arrive pas à mettre en place ces gains de productivité. Donc peut-être qu'il faut que tu aides les autres à mettre en place. Peut-être que tu vas pouvoir travailler un petit peu moins, peut-être que tu vas avoir, on en parlait, tu vois, de comment tu vas distribuer ces gains-là. Donc je pense qu'il y a de la place pour que tout le monde soit impliqué dans le processus, parce que les gains de productivité, ils vont venir du terrain. Personne ne connaît mieux ton job que toi-même, en fait. Ton manager, la direction de ta boîte ne savent pas ce que tu fais au quotidien concrètement. Tu vois, ils sont pas au courant de chaque tâche que tu fais. Et c'est aussi ce qui fait que du coup, l'intelligence artificielle, c'est un sujet pour tout le monde, en fait. Il y a plein de gens qui s'en détournent en disant mais moi je suis pas tech, moi ça me regarde pas, en fait. Mais non, c'est pas mon sujet. En fait, c'est ton sujet parce que ça va impacter ton job et d'où l'urgence de donner l'accès le plus vite possible à tout le monde dans la boîte pour que chacun trouve des use cases. Parce que toi tu peux arriver en disant ok, j'ai quelques idées, j'ai vu des use cases à droite à gauche, j'ai des potes qui m'en ont parlé, voilà ce que vous pourriez faire. C'est très bien, il faut faire ça. Mais en fait, il faut aussi donner juste les outils et laisser les gens tester et se dire en fait c'est eux qui vont trouver les use cases. Toi tu veux leur laisser complètement une autonomie là-dessus pour pas les accompagner. Alors moi je trouve que c'est pas risqué. C'est pas risqué. Je trouve que c'est une bonne méthode. Après, il faut se dire qu'ils vont perdre du temps du coup. Ouais, en fait, mais je pense qu'il faut en perdre pour en gagner après. En fait, il faut comprendre cette idée de se dire, moi peut-être en tant que dirigeant, je suis capable de trouver quelques use cases pour ma boîte, mais je suis pas capable de tous les trouver parce que la technologie elle va évoluer, parce que les problèmes de ma boîte évoluent, parce que je peux pas connaître aussi bien les problèmes du quotidien de chacun que ceux qui le vivent au quotidien. Et en fait, je crois qu'il y a une urgence à donner accès à tous les outils et chacun va tester. Ils vont peut-être se rendre compte qu'effectivement, pour rédiger le post LinkedIn, peut-être que en fait le ChatGPT il est pas si bon que ça et je suis meilleur que lui, je vais plus vite que ça. En revanche, je sais pas, la personne qui est tech, qui doit écrire une documentation et une note pour le product, mais qui a du mal à rédiger, c'est pas son sujet, tu vois, elle préfère aller dans le code mais pas trop là-dessus. En fait, un ChatGPT va carrément l'aider pour formuler peut-être des explications sur un bout de code. Et en fait, je pense qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles chacun va se rendre compte de là où l'IA peut l'utiliser, peut l'aider, et là où elle est pas pertinente encore, ou le sera peut-être jamais d'ailleurs, parce qu'en fait, on a des compétences qui sont bien au-dessus. Mais du coup, il y a quand même, moi je trouve que il y a fondamentalement une appréhension culturelle à avoir, à la fois dans l'accompagnement de la démocratisation de l'intelligence artificielle et de ce que ça peut avoir, et de cette notion de tester, de crash tester potentiellement. Et puis, de l'autre côté, sur le premier exemple que tu évoquais, il y a cette notion aussi de dire, bah en fait,
si vous vous rendez compte que ça change des choses dans votre quotidien, n'hésitez pas à le partager, etc. Donc, ça rejoint quand même... Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça rejoint un sujet qui est mon cheval de bataille, qui est la culture d'entreprise. Mais du coup, est-ce que toi, à la fois lors de ce documentaire et dans tous les exemples que tu vois, dans tes rencontres en France, à l'étranger, bien évidemment, est-ce que tu vois, par exemple, qu'aux États-Unis, tu as la sensation que c'est beaucoup plus développé parce qu'en fait, les entreprises, à la fois les entreprises et les collaborateurs, hein, enfin le management et les collaborateurs, sont beaucoup plus acculturés justement à ces impacts-là et à se dire pensez à nous tenir au courant, à nous montrer ce que ça change dans votre job, voilà ce que ça peut apporter, tester, etc. Qu'est-ce que tu as vu lors de ce documentaire sur ce sujet-là ? Ouais, clairement, ils étaient beaucoup plus en avance, beaucoup moins frileux sur les enjeux éthiques. Ils se posaient ces questions-là aussi, mais c'était plutôt d'abord on teste et puis on verra après. Okay. Et ce conseil-là, tu vois, de mettre les mains dans c'est quelque chose qui est revenu partout, mais notamment on a fait une interview avec Evan Spark, qui est le directeur produit IA chez HP, et lui disait mais il y a une urgence à ce que toutes les boîtes banalisent 2 jours de hackathon, en fait, et juste on file toutes les technos. Tech ou pas tech, quoi. Toutes les boîtes, tous les collabs. On leur file 2 jours off, arrêtez vos tâches et juste testez les IA, testez en fait. Mettez-vous un peu au courant de tout ce qui existe, testez et de le faire régulièrement aussi parce que les IA évoluent. Et ouais, c'est, en fait, ils sont super en avance là-dessus de se dire il faut que tout le monde teste et se rende compte de là où ça fonctionne, là où ça fonctionne pas. Pour plein de raisons, en fait, pour trouver les use cases, mais aussi pour démystifier, se dire qu'en fait, c'est un outil qui est hyper accessible. Tu vois, il y a, justement, Eric Brynjolfsson, le chercheur de Stanford, expliquait que lui, il parle du 2e âge de la machine avec l'ordinateur qui compare à la machine à vapeur. Et en fait, il explique que quand l'électricité est arrivée, on a mis peut-être 40 ans ou 50 ans à avoir les premiers gains de productivité parce qu'en fait, avant, on a commencé par réorganiser l'entreprise de la même façon qu'on le faisait avant, avec une grosse source d'énergie au milieu, et puis après c'était pas fluide. Alors ensuite on a compris et c'était de manière traditionnelle, ils ont itéré dessus. Ils sont au bout de 40 ans ou 50 ans, une nouvelle génération de managers, qu'on était capable de mettre, du coup, plutôt de suivre la chaîne du produit et de mettre de l'électricité un petit peu de partout, avec plusieurs sources en fait. Et c'est ça qui a fait des gains de productivité. Et la grosse différence avec l'intelligence artificielle, c'est que l'infrastructure, en fait, on l'a déjà avec Internet, et donc c'est assez simple en fait de prendre en main un outil. Elle est beaucoup plus immédiate, quoi. C'est immédiat. A priori, n'importe qui sait utiliser un ChatGPT. Et pourquoi aussi c'est une révolution dont on fait que parler, c'est parce qu'il y a un effort énorme qui a été mis sur l'expérience utilisateur. D'ailleurs, et la facilité d'appréhension aussi. Mais complètement. Alors que l'intelligence artificielle au sens large, c'est quand même quelque chose d'assez pointu qui nécessite beaucoup de connaissances finalement. C'est ça. Mais en fait, pour l'utiliser, t'as pas besoin de connaître comment ça fonctionne. Vraiment, alors si tu l'utilises de façon consciente et de comprendre tous les biais qu'il peut y avoir et avoir un esprit critique sur l'IA, il faut comprendre comment elles ont été entraînées, qui les a entraînées, quels ont été un petit peu les garde-fous qui ont pu être maîtres, de comprendre comment ça fonctionne. Mais pour l'utiliser, en fait, pour juste tester, pour démarrer, non, pas besoin en fait. N'importe qui, a priori, c'est taper une question, et ça va s'améliorer encore. Donc, ça va se démocratiser encore plus. Je rebondis sur un mot que tu as dit que je trouve important, que j'avais déjà évoqué spécifiquement dans un épisode sur l'IA, mais sur l'éthique. Tu disais, en fait, dans certaines personnes que j'ai rencontrées, se posaient pas forcément la question de l'éthique. Ça veut pas dire que c'est des gens qui sont nocifs, qui se disent, bon, on s'en fout, on fait ce qu'on veut, etc. Mais en l'absence, je dirais, d'une réglementation qui est quand même, finalement, pas très, très claire, voilà. Ouais. C'est de se dire, est-ce que toi, dans ton docu, et puis dans ta vie de tous les jours, tu te poses la question, justement, de cette question éthique et de l'IA sur le lieu de travail, de potentiellement l'impact que ça peut avoir, la vie privée entre autres, etc., des employés, tout ce qui est décision automatisée, ce genre de choses? C'est clair, non mais bien sûr, alors je pense qu'il y a toute une partie éthique qui arrive en amont, avant que nous on l'ait dans les mains, mais qui est au moment de l'entraînement, et en fait la question à se poser c'est effectivement qui a entraîné ces IA, quel a été le comité qui a pris les décisions pour valider les données sur lesquelles elle s'est entraînée, ouais, c'est ça. À partir de quelles données est-ce que l'IA a été entraînée. Ça c'est des choses sur lesquelles j'ai pas la main, mais en revanche sur lesquelles il y a besoin de militer pour beaucoup plus de
transparence et de se dire que c'est pas juste une grosse boîte noire et c'est une IA. Non, il y a des gens derrière qui l'ont entraîné, il y a des gens qui ont pris des décisions et c'est ce qui fait que ChatGPT d'ailleurs aujourd'hui est moins performant que quand il est sorti au début. C'est parce qu'on restreint de plus en plus ses réponses et en fait le modèle fonctionne à l'inverse, c'est-à-dire qu'il a besoin d'une totale liberté pour pouvoir fonctionner de façon optimale et plus tu le restreindre, moins les résultats sont pertinents. Mais du coup il y a un vrai sujet à arriver à entraîner les données avec de bonne façon. Et d'ailleurs il y aura un sujet qui va arriver qui est de dire on a des modèles qui fonctionnent bien aujourd'hui pour du contenu plutôt moyen, mais si on veut des contenus experts, il va falloir les réentraîner ensuite sur des bases de données beaucoup plus qualifiées. Et ça va être des trucs, tu vois, tu auras des bases de données plutôt liées à une entreprise qui va pouvoir nourrir avec ses propres données des modèles qui sont existants, qui sont général. Et après, à un niveau plus personnel, effectivement, typiquement, il y a le truc de base, mais on n'y est pas encore. C'est juste il devrait y avoir une sorte de, tu vois, comme tu as un label Made in France, Made by an AI, tu vois, un truc comme ça. En gros, que quand tu utilises une IA, tu déclares que tu utilises une IA. J'ai jamais, alors je te coupe, mais j'ai jamais entendu ça, je trouve que c'est une super idée. Bah ouais, que tu saches en fait, et c'est jamais tout. Enfin, il y a rarement un truc qui a été fait 100% par une IA, mais je sais pas, ce texte a été généré à 10%, à 40%, à 90% par une intelligence artificielle. Cette image a été générée par une intelligence artificielle, puis retouchée par un humain. Ou a été prise par un humain puis retouchée par une intelligence artificielle, tu vois. Mais que tu saches en tout cas quelle est la proportion du truc, parce que c'est intéressant pour pouvoir savoir à qui attribuer la faute. Là on enregistre, il y a eu cette semaine, ils ont interdit les voitures autonomes à San Francisco. J'ai vu que ça créait quand même, enfin il y avait quelques situations assez cocasses. Je pense que c'était finalement assez marginal par rapport à la totalité de la flotte qui était disponible là-bas. Mais en fait, c'est une question de transparence aussi, c'est une question d'éthique. Ils ont interdit Cruise et ils n'ont pas interdit Google. Et ils ont interdit Cruise sur le motif que... Alors, ils interdit temporairement, ça reviendra certainement, mais ils l'ont interdit sur le motif qu'ils n'ont pas été suffisamment transparents dans la fourniture des données, tu vois, vidéo de la voiture qui a causé l'accident. Et en fait, on est là dans le sujet, on est sur la transparence. Les machines, alors il y a certainement un sentiment d'intolérance beaucoup plus fort. Tu vois, si tu fais un travail, je sais pas, tu imagine, on fait le podcast et tes questions elles sont nulles. Emmerdé déjà. C'est pas le cas, c'est vraiment pas le cas. Je prends du plaisir à être là, mais tu vois, tu fais un travail pour moi et c'est pourri, tu vois. Je vais peut-être avoir de la compassion pour toi, je vais passer du temps à t'expliquer, à t'aider, à t'accompagner. Mais c'est une IA qui me pose des questions, c'est une IA qui fait un travail pour moi et c'est nul. En fait, je vais me dire, mais en fait, c'est pourri, je veux plus jamais entendre parler de cette IA et ciao, tu vois. Et en fait, on est beaucoup plus exigeant avec une machine parce qu'en fait, on se dit, ça n'a aucun sens, j'ai pas de temps à perdre, tu vois, là-dessus. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a un tel niveau d'exigence aussi sur les voitures autonomes et sur plein d'autres sujets sur les IA. Pas le droit à l'erreur. Il n'y a pas le droit à l'erreur, en fait. C'est du one shot, en fait. On veut pas que tu plantes. Mais alors, sauf que ça va à l'encontre de ce qui se passe actuellement, parce qu'en fait, il faut entraîner les modèles. Il faut entraîner. Et ce sujet de l'entraînement des données, tu vois, de la mise à disposition des données dans l'IA, de la façonner, parce qu'il y a un travail de façonnage quand même. Clairement. Dans ton docu, tu l'abordes avec qui en particulier? En fait, un peu tous, hein, mais globalement, surtout avec avec la communauté de data scientists, des développeurs. Donc, en fait, on a plusieurs profils qui sont tech dans le documentaire, qui n'ont pas juste un regard business économiste, mais on a des profils qui sont vraiment ingénieurs de départ. Donc, il y a notamment Eric, qui est professeur à Stanford, qui de départ est là-dedans. On a un professeur en robotique qui s'appelle Michael A. Osborne, qui est à l'université d'Oxford, lui aussi, qui lui a fait la recherche en robotique pendant des années. Et là, sur l'intelligence artificielle, il est passionnant. Cassie Kozyrkov, qui est la directrice de l'intelligence artificielle chez Google, qui a quitté maintenant, mais qui est indépendante. Pareil, elle, c'est une data scientist depuis 20 ans, quoi. Et donc, c'est le genre de sujet qu'on évoque avec eux. Après, on n'a pas fait un énorme focus sur l'éthique non plus dans ce documentaire, parce qu'on voulait vraiment le centrer. Alors, c'est l'impact de l'intelligence artificielle sur les compétences. Sur le travail en général, on questionne la fin du travail, mais c'est vraiment sur les compétences. Donc, c'est un des sujets qu'on aborde dans un des épisodes. Mais on avait beaucoup de matière et c'est pas ce sur quoi on fait le focus en particulier, parce que je pense que ce sera un sujet qui sera beaucoup traité par plein de gens. Nous, on a envie de traiter d'autres sujets qui seront pas traités par plein de gens. Et la question que je me pose, c'est, tu parlais de l'impact sur les compétences. Est-ce que toi, t'abordes ou t'as un avis sur effectivement l'impact que ça peut avoir sur les modes d'organisation? C'est-à-dire qu'en fait, on a évoqué j'ai évoqué avec des invités, mais aussi plus largement avec des gens que j'ai rencontrés assez récemment, la possibilité de l'autonomisation de l'IA sur le mode de décision de l'entreprise, tu vois. Est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles que tu as exploré de près ou de loin? Ouais, c'est marrant, ça me fait penser justement à Michael, du coup, chercheur d'Oxford, qui était super négatif et qui, lui, en fait, disait qu'il y avait un vrai risque. Aujourd'hui, tous les scénarios sont sur la table et il y a un des scénarios, c'est en fait l'intelligence artificielle prend le contrôle des décisions de l'entreprise et les humains n'arrivent plus à réellement gérer leur entreprise, en fait, à reprendre la main, tout ça.
Un autre use case que j'ai vu aux États-Unis, c'est un gars qui est VC, donc qui est investisseur dans des boîtes et qui utilise. Et alors, moi, je trouve que le use case est pas ouf, mais il avait l'air super excité quand il en parlait. Ouais, tu vois, qui était de dire, donc moi, on m'envoie un deck. Je vais demander à une IA de m'écrire en gros une thèse de pourquoi je devrais investir. Une IA qui va me demander une thèse pourquoi je devrais pas investir. Ensuite, je les passe de l'écrit à la voix et je les fais discuter entre elles et je m'écoute ça en mode podcast avant de prendre la décision. Moi, je me dis que là, putain, c'est bancal, c'est du bricolage. Non, c'est une idée. Mais c'est une idée. Ça veut pas dire que c'est une bonne idée. Non, mais c'est une idée marrante à présenter. Et effectivement, tu te dis, ouais, ok, c'est ouf. Mais en fait, non. Tu compliques quand même la vie du truc, quoi. Non, c'est popcorn. C'est un peu popcorn. Je pense que c'est, tu vois, et justement, de travail de VC, là-dessus, on te demande du jugement. Le jugement, c'est le genre de truc que tu peux pas. Qui doit émaner de toi. Et à la rigueur, tu reçois 3000 decks par an, tu vois. Effectivement, tu peux demander à une IA de te résumer les decks ou de te faire une présélection, tu vois. Oui, c'est ça, la présélection, ça c'est intéressant. En fait, aujourd'hui, j'ai envie d'investir que dans ce sujet. Vire-moi les 200 dossiers qui sont pas dedans, tu vois. Ok, là, intéressant. Sur la capacité de jugement, je suis pas sûr qu'on puisse faire confiance à des IA encore. Donc moi, j'y crois pas tellement, mais qui suis-je, tu vois, pour me prononcer là-dessus. En tout cas, juste un mot là-dessus. Ce que je trouve assez dingue, ce qui m'a frappé quand même dans ce documentaire, c'est que il y avait des gens qui sont des experts sur l'intelligence artificielle, parce que là, l'IA, toi et moi, on la découvre depuis 2-3 ans, mais t'as des gens qui bossent dessus depuis 20 ans, c'est ça, qui ont été pris de court et qui ont été choqués de l'accélération. Je reviens du coup sur ce Michael même des pros, des experts, même des gens qui développent les IA eux-mêmes depuis 20 ans et qui sont parfois, tu vois, un peu choqués et peut-être méfiants même, tu vois, assez inquiets là-dessus. Mais un truc qui est marrant, tu vois, donc il y a un article qui avait fait beaucoup de bruit en 2013 sur l'impact des technologies et notamment de l'intelligence artificielle sur le travail, écrit par Carl Frey et par Michael Osborne, du coup, qu'on a interviewé dans le documentaire. En 2013, moi j'ai interviewé en 2023, 10 ans après. Et en gros, il prédisait à ce moment-là que 47% des jobs aux États-Unis étaient menacés d'automatisation. Et en fait, ils se sont rendus compte, là, du coup, 10 ans après, quand on faisait le bilan, qu'ils étaient beaucoup trop optimistes sur un tas de choses, notamment sur les véhicules autonomes, que typiquement, les véhicules autonomes, ils sont pas développés autant. La technologie existe depuis super longtemps, mais l'adoption n'a pas. Et c'est un vrai sujet aussi de se dire, ok, la technologie existe, mais comment tu fais pour qu'elle soit partout le cas? C'est pas le cas, donc on n'y est pas. Et qu'en revanche, ils ont été pris de court sur d'autres sujets, et les LLM, donc le ChatGPT et autres, l'impact que ça a eu sur le travail, sur l'école blanc, qui n'avait pas du tout été vu venir. Et en fait, l'IA, comme beaucoup d'autres révolutions technologiques, pendant des années, elle a été décrite comme encore une évolution qui allait surtout grignoter le job des personnes les moins qualifiées, alors qu'en réalité, elle est en train de grignoter les jobs des personnes qui sont plutôt moyennement qualifiées à plutôt qualifiées. C'est dingue. Ils n'avaient pas vu venir ça, en fait. Ouais, ils n'ont pas vu venir ça. Et c'est assez ouf, du coup, de voir des gens de ce calibre-là qui se passent à côté, quoi. Exactement, t'as dit le bon truc, c'est des gens de ce calibre-là qui ont l'humilité de dire, en fait, on n'avait pas vu ça. Et donc, est-ce que, quand tu leur parles on ou off caméra, ils te disent, bon, par ailleurs, on a des théories, on a une vision, c'est du prospectif, mais finalement, on n'a pas la capacité à savoir où est-ce que le curseur sur la vérité et la probabilité que ça se passe va être posé, quoi. Ouais, ils prennent tous des pincettes. Enfin, clairement, il y a personne qui te dit je sais à quoi ça va ressembler. Ça bouge tellement vite. Non, personne sait ça. Et même s'ils sont tous des postes vraiment ouf dans plein de boîtes ou en tant qu'indépendant, personne se risque à se prononcer là-dessus très clairement. Ils te présentent des scénarios, ils te présentent des choses très concrètes quand même qu'ils ont testé chez eux de comment ça fonctionne. Mais ils peuvent pas te dire dans 5 ans on en sera là, quoi. Je reviens juste sur une partie. Moi j'aime bien, j'ai toujours 2-3 questions un peu concon, mais sur l'organisation, rien n'est scripté. Est-ce que c'est une légende ou pas dans ce documentaire? Rien n'est scripté dans le documentaire? Non, rien n'est scripté. Rien n'est scripté. C'est vraiment c'est de la discussion presque. Bon, il y a des idées, il y a des choses qui sont notées, il y a un peu un de conducteur, mais c'est quand même très. Finalement, c'est une discussion tu pourras avoir dans un caf avec un pote, quoi. C'est des trucs où tu réagis à chaud sur ce qu'il te dit. Alors, moi, j'ai une liste de questions. Donc, moi, j'arrive avec mes questions quand même. Je sais où je veux aller parce qu'en fait, je les dirige en fait plutôt quand même. Mais eux, rien n'est scripté. Eux n'ont pas eu les questions d'avance. Eux ne savent pas de quoi on va parler. Ils n'ont pas eu les questions d'avance. Ça, je trouve que c'est intéressant. Parce que eux, ça veut quand même dire que tu as des gens en face qui sont sur un sujet qui est quand même un peu casse-gueule, mais qui sont en capacité d'être sans filet et de se dire oui, mais en fait, bon. Il y en a qui me demandent les thématiques, et donc je leur donne les thématiques, et encore, c'est vraiment s'ils me le demandent. Moi, je pousse pour qu'il n'y en ait rien. Et les thématiques, je leur partage, mais les questions, non. Et en fait, c'est ce qui fait que c'est intéressant. Les premières questions, elles sont souvent inutiles. C'est pour régler un peu les cams, faire les derniers réglages et les mettre à l'aise. Et puis derrière, on débite. Icebreaker, quoi. Icebreaker, et après, on débite, en fait. Et ensuite,
Et en fait, je me rends compte que les passages les plus intéressants, c'est les passages qui sont à chaque fois, parce que, enfin, c'est pas la question attendue, tu vois. Ouais. Quand je repose la question, c'est pas forcément dans la liste de questions qui t'étaient prévues, quoi. Exactement. Donc en fait, moi j'ai ma liste en tête, j'ai sous les yeux, mais j'ai surtout en tête. Et en réalité, je regarde très peu mon téléphone pour l'interview, parce que je vais écouter, je vais rebondir, et c'est là où je vais relancer, et c'est sur la relance qui va nous sortir le truc exceptionnel. Ouais. Moi, en fait, mon job quand je suis avec eux pendant 1 heure ou 2, c'est de les faire parler le plus possible pour avoir un max de matière pour quand on va être au montage, tout réécouter et choisir ce qu'on va faire. Okay. Et là, je peux te dire, sur les 10 speakers qu'on a interviewés, franchement, il y en a 5-6, tu peux exploiter 100% de ce qu'ils ont dit. Ouais, c'est ça, ouais. Le choix il est là aussi, la complexité c'est de te dire maintenant comment je fais le tri, parce qu'en fait je fais pas 18 documentaires. C'est là l'écriture où elle est très complexe. L'écriture elle se fait au montage, elle se fait dans la sélection des séquences qu'on va garder et qu'on va supprimer. Ok. Et alors j'ai une autre question, j'en avais deux, des questions un peu étonnantes. La deuxième c'est, moi je connais ton niveau d'anglais parce que ça fait quand même longtemps que je te suis, etc. Mais je me dis, quand t'as des gens comme ça en face de toi, c'est plus une question pratico-pratique, tu vois. Moi, je croise beaucoup de gens qui, finalement, ont pas eu l'occasion, la chance d'avoir un niveau d'anglais important, puisqu'en fait, ils l'ont pas appris à l'école, que c'est arrivé plus tard, etc. Ouais. Comment toi, du coup, t'as été bercé, t'as fait de l'anglais depuis que t'es tout jeune, machin, ou en fait, tu t'es dit, à un moment donné, il faut que j'ai les terminologies. Parce que, je veux dire, en IA, quand on parle de futur du travail, il y a des terminologies un peu particulières, par ailleurs. Ouais, Comment t'as travaillé ça, quoi? Sur l'anglais, en général, j'ai vite compris que c'était un truc important, et en fait, j'ai vite aimé ça, surtout. Donc moi j'ai appris, c'est pas à l'école, j'ai appris, c'est clair, hein, on n'apprend pas l'anglais à l'école en France, mais tu vois, à côté avec les contenus, en partant à droite à gauche, beaucoup voyager, et après sur l'IA, en fait c'est que franchement 90% du contenu que je consomme il est en anglais. Donc que ce soit du podcast, que ce soit de l'article, que ce soit des grands rapports d'études. Typiquement quand je vais interviewer Eric Brynjolfsson, du coup le gars de Stanford, il a écrit une étude qui s'appelle Generative AI at Work. La plupart des gens ont lu l'article qui en sortait, moi j'ai lu toute l'étude, 80 pages en anglais. Et d'ailleurs c'est ce qui fait que l'interview était bien. J'ai fait un post LinkedIn là-dessus, tu vois, parce qu'en gros, c'est un gars qui interviewe non-stop, tu vois, il a l'habitude. Et à un moment donné, tu vois, je pose 2-3 questions un peu de base au début, qui sont que tout le monde attend. What's the impact of AI at work? Qui sont les questions simples, mais pour poser le débat, quoi. Et puis à un moment donné, je lui pose une question sur l'étude, il répond à une première question, puis là, je fais une relance, et en fait, c'est une relance que j'aurais pas pu la poser, j'avais lu que l'article, tu vois. Il fallait avoir lu l'entièreté de l'article scientifique. De l'étude. Et là, il se rend compte, il fait, ah, du coup, t'as vraiment lu l'article, quoi. Et là, en fait, il a entièrement changé parce qu'il a compris qu'il n'était pas là juste pour débiter ce qu'il racontait directement. Il a compris que j'étais vraiment intéressé. On était venu à San Francisco pour le voir, lui, en fait. Et t'allais rentrer dans un niveau de granularité un peu chiadé, quoi. Et les réponses qu'il a apportées étaient bien meilleures. Donc, non seulement il a passé un bon moment, moi j'ai passé un bien meilleur moment, mais surtout la qualité des réponses et donc la qualité du documentaire qu'on va avoir est bien meilleure. Donc, moi, je prépare chaque interview énormément. Et ce qui fait que et même si je parlais pas anglais, même si je comprenais pas, en fait, je pourrais quand même poser mes questions. Bien sûr. Mais bon, je comprends, je parle suffisamment anglais pour comprendre en direct ce qu'il raconte. Tu te dis, la richesse, elle est dans le fait de rebondir sur ce que l'invité, homme ou femme, va te dire, quoi. Mais tu peux le faire que si t'es préparé, parce que tu vas comprendre, ok, il fait référence à ça, du coup, il faut que je relance là-dessus, parce que ça, j'ai déjà parlé de ça. Et mais chaque interview est vraiment, vraiment taffé, tu vois. Je pense que, je sais pas, il y a bien une journée et demie de taf par interview. Donc ça fait quand même 15 jours de taf que j'ai fait sur l'été de préparation juste pour 1 heure ou 2, quoi. Je crois qu'on s'était eu juste avant que tu partes, ou t'étais déjà là-bas, je me souviens plus. On s'était croisés avant l'été. On s'était croisés avant l'été. Merci pour cette partie-là. Je crois qu'on a encore un petit peu de temps. T'inquiète, je suis le maître du temps. Je regarde un peu. Ouais, je sais même pas où on est. Si tu prends pas de risque. Non, ça va bien, tranquille. On va parler un peu de la BD parce que moi, je trouve, en fait, je trouve que c'est assez passionnant. Donc j'ai échangé avec quelqu'un que tu connais qui s'appelle Charlène. Je la taguerai dans le post, qui me disait en fait, moi j'ai lu bien évidemment la première, et qui disait en fait cette BD, elle l'a découverte avec des RH qui étaient autour d'elle. Et en fait, elle m'a dit, je l'ai dispatché à d'autres RH parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait finalement, au-delà de l'aspect BD, qui est un aspect, je dirais, clin d'œil, sympa, tu vois, coloré, créatif, il y a des concepts dans cette deuxième BD qui s'appelle Work in Progress, mais pourquoi j'irai travailler, qui est dispo en ligne et en librairie, qui est édité chez Erol. J'aurais dû commencer par ça, pardonne-moi. Mais il y a des concepts très opérationnels, en fait. Il y a des trucs que tu peux déployer tout de suite, finalement. C'est ça en fait. C'est pas juste une BD qui raconte une histoire, etc. Il y a ça bien évidemment, mais il y a aussi des choses qui sont utilisables au quotidien et qu'on peut retrouver par ailleurs dans tes documentaires, mais ça peut être un format très accessible et donc aussi très opérationnel.
Et ouais, parce qu'en fait, tout part de là. Tout part des concepts que j'ai envie de traiter, en fait, dans cette bande dessinée. On part pas de la BD, on part des concepts, et c'est un peu le leitmotiv avec les documentaires, les BD, les podcasts, les événements, peu importe ce qu'on fait. C'est de se dire comment est-ce que j'explique des concepts qui peuvent être sérieux, qui peuvent être des concepts de RH, en fait, avec un format qui est super ludique. Et la BD, c'est juste le moyen pour raconter tout ça. Ouais, bien sûr. Mais au départ, en fait, sur ma fiche, je veux parler de l'entretien de recrutement, je veux parler de la semaine de 15 jours, je veux parler du slashing, je veux parler de la quête de sens, de la notion d'impact, je veux parler de tout ça. Comment est-ce que je le traite ? Ça, après, c'est la fiction et toutes les histoires qu'on s'amuse à raconter. Mais effectivement, il y a du fond dans la BD, et c'est ça qui fait qu'on s'éclate à l'écrire aussi, c'est d'arriver à trouver ce ping-pong pour quelle est l'histoire marrante qui va me faire passer le concept un peu sérieux que je veux raconter, quoi. Et en fait, alors, ce nouvel opus, parce que c'est un opus, il explore les leviers de motivation, ce qui nous fait lever le matin. Moi, j'aime bien ce côté-là, et à travers donc le récit de cette jeune active qui s'appelle Sam. Voilà. Ça, cette idée, tu le racontais en tout début d'épisode, mais tu l'as eu et t'as intégré Sophie au processus de création et d'adaptabilité et d'adaptation de ces idées-là sur comment ça allait se retranscrire en termes d'illustration, où elle aussi, elle a été force de proposition sur la notion de contenu, de retranscription des idées et des concepts que tu avais, même sur ce qui se fait le matin dans la BD. Alors, sur les concepts, moins, parce que c'est pas son sujet du tout. C'est pas son sujet. Mais sur l'écriture, oui. Un regard intéressant. Ah, un regard qui était intéressant, qui a beaucoup de valeur et qui fait que la BD, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, elle ne serait pas sans elle, c'est clair. Mais en fait, pour t'expliquer le processus d'écriture, en gros, moi, je pars du documentaire un petit peu, donc de Why Do We Even Work, un petit peu. Je pense que c'est 10 ou 15% de la BD max. Le reste, c'est de la fiction, en fait, quoi. C'est de la fiction, on a inventé des histoires. Et en fait, j'écris un truc qui ressemble, je sais pas, à 20, 30 pages Word, tu vois, vraiment détaillé de que dit l'héroïne, qui est-ce qu'elle rencontre, c'est quoi les scénarios, tout ça. Et donc là, c'est là où je mets tout le fond des concepts que je vais aborder. Et puis là, Sophie, elle va repasser dessus. Elle va carrément raccourcir ce que moi j'ai écrit un peu dans le détail. Elle va commencer à faire un peu à main levée, tu vois, 2-3 dessins et repasser sur le texte, réécrire aussi le texte. Et c'est là où du coup elle apporte sa patte. Et puis ensuite on avance dessus, tu vois, on se refait une relecture ensemble, deux relectures, on supprime des trucs, que je lui dis, bah en fait ça c'est vraiment clé, il faut le refaire comme ça, j'aime bien ton idée, on parle là-dessus, tu vois, et on bosse vraiment en ping-pong là-dessus. Et puis après elle passe sur l'illustration. Et donc il y a une première phase d'écriture que je fais seul, après une phase d'écriture qu'on fait à deux, et puis après vraiment elle a la main totale sur l'illustration. Moi je repasse rapidement dessus sur 2-3 trucs, mais c'est tout, quoi. Et ensuite édition, et on est parti, quoi. Merci pour le partage de comment ça s'écrit, de la confection. Je trouve que c'est hyper important. J'ai quand même une question. Ces BD, l'ambition qu'il y a derrière, c'est de partager à potentiellement une population un petit peu différente que toi, tu as l'habitude de toucher. Est-ce que c'est de présenter différemment pour peut-être déclencher sur la même population qui connaît aussi tes documentaires, mais qui voit ça comme des docus et pas forcément comme des leviers d'action? Tu vois, c'est quoi l'ambition ? L'ambition, c'est très égoïste de s'amuser. Moi, je me aussi, suis, non, mais alors, éclaté. C'est pas un mauvais mot. Non, mais la première ambition de la BD, c'est beau entendre ça, je trouve. La première ambition, c'est de s'amuser. C'est un projet sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir. Moi, donc c'était celle-ci. Après, moi, je suis très content que cette bande dessinée, surtout, elle soit le lien entre parents et enfants. Je suis très content que ce soit une BD qui soit offerte par des parents pour des enfants dès 12 ans, tu vois, et avoir ces conversations. C'était déjà à l'époque, on s'était dit, moi, je t'avais dit, j'avais fait lire à mon fils. Ouais. Et la nouvelle, c'est parti, quoi. Mais c'est ça, tu vois. La nouvelle, elle arrive, je sais pas pourquoi, elle s'est perdue dans les méandres de la poste, mais elle arrive chez toi à Rapidos. Et pour le coup, tu vois, cette bande dessinée, vraiment, moi, je veux la penser comme quelque chose qui est un lien, tu vois, un point de départ de conversations qui sont pas faciles à avoir entre des parents et des adultes. Mais après, c'est une BD qui questionne un peu le sens du travail, les lieux de motivation. Et en réalité, je trouve ça bien de la mettre dans les mains des jeunes le plus tôt possible. Mais en fait, tu peux se poser ces questions-là aussi à 30, 40, 50, 60 ans. Et donc, elle se lit bien à tous les âges. Et j'ai des retours, là, ça fait une semaine qu'elle est sortie, les premiers retours d'un peu tout le monde, tu vois, de tous les âges, pas que des gens qui ont 15 ans, 20 ans, 25 ans. C'est toute la richesse. Et c'est ça qui est cool, moi j'aime bien. Et comme un documentaire, comme un podcast, en fait, un même contenu va générer des conversations différentes. Et donc, c'est chouette, on le prend pas tous de la même façon. Et tu vois, sur 130 pages, tout le monde va pas retenir les mêmes trucs. Et alors, pour la petite anecdote, je te le dis, moi je suis pas Fayot pour un sou, c'est pas mon sujet. Moi j'ai beaucoup de livres chez moi dans mon salon, entre autres. Il y a plusieurs piles sur des fauteuils, des canapés, des tables, des guéridons, etc. Voilà, on n'est pas dans un podcast de déco, mais
celle-ci traîne au-dessus d'un guéridon qui est à côté d'un fauteuil. Et ce qui est marrant, c'est que moi, je fais souvent des trucs chez moi, voilà, et j'ai, je dirais, une population. Alors, elle est pas, je reçois pas des gens qui ont 18 ans, quoique les enfants de mon frère qui ont, voilà, dans cet âge-là. Je reçois des gens plus vieux, il y a mes parents, etc. Et en fait, je vois quand même que le truc ressort, c'est-à-dire qu'en fait, les livres classiques, tu vois, Harvard Business Review, tu vois, par exemple, les magazines qu'ils ont sortis, qui sont super, tu vois, mais grosso modo, les gens s'arrêtent pas dessus, tu vois. Ça sent un peu le bouquin, un peu ardos tu vois, à appréhender, etc. Et souvent, il est posé là, les gens me disent, ah, c'est marrant et tout, de quoi ça parle, et ils sont un peu désarçonnés pour me dire, ah, mais est-ce que c'est un bouquin d'enfant? Est-ce que c'est un bouquin d'adulte? En fait, et je leur dis, mais ça se pose pas comme ça, en fait. C'est justement un peu pour tout le monde, quoi. C'est pour les deux, mais c'est clair, en fait, et c'est là où Sophie est brillante dans son dessin, en fait, c'est que c'est le genre de dessin qui peut être un peu enfantin, tu vois, tu peux le regarder, et tu peux juste, tu le lis quand t'as 6 ans, tu comprends rien en concept managériaux, mais tu kiffes un peu les dessins, la couleur, l'aventure de l'héroïne, c'est marrant, ça peut être un premier bouquin que tu découvres sur la lecture, et tu suis un peu l'aventure, c'est rigolo. Mais il y a eu un vrai sujet avec Erol, la maison d'édition, de se dire, est-ce qu'en fait on la met au rayon management, ou est-ce qu'on la met au rayon bande dessinée plutôt jeune, tu vois, littérature pour les enfants. Ah bah il y avait un bon test à faire, je pense. Et en fait, les librairies sont indépendantes là-dessus, donc il y a des recommandations qui sont faites, mais certaines l'ont faites à l'un et à l'autre. Mais bon, tu vois, c'est là où c'est un peu la limite de la maison d'édition, c'est qu'on n'a pas la main sur les datas, comme moi, tu vois, j'aurais AB testé le truc. Ah bah bien sûr, mais là en l'occurrence c'est de l'humain, c'est du physique, quoi. Donc je sais pas où on en est cette histoire, mais pour moi elle se lit dans les deux cas, tu vois, c'est pas forcément figé à une population particulière. Ouais. En tout cas, félicitations à la fois, bien évidemment, pour le documentaire que tout le monde a hâte de découvrir. Moi aussi, il y a du boulot encore pour que c'est prêt. Bien sûr. Et avril 2024. Avril 2024. Là, hein, évidemment. Tu sais que je serai là, je serai le premier dans la queue. Et puis, effectivement, pour la BD aussi, je trouve que c'est des formats qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je trouve ça cool. J'avais un pote qui avait fait un peu ça aussi, Martin Sauer, qui avait sorti une BD. Je pense qu'il était dans la droite ligne de ton idée. Et c'est une bonne idée. Donc voilà, je trouve que c'est un super projet. Merci pour cet échange qui était riche en enseignement, comme toujours avec toi. C'était cool, hein, franchement, j'ai kiffé, Tim, merci. Ouais, on passe toujours un bon moment. En tout cas, moi, je ressors comme souvent, moi, dès que je rencontre des gens un peu moins bêtes, en tout cas avec plein d'enseignements, plein d'envie. Après, d'ailleurs, il faut un peu se canaliser. Il y a toujours les questions de fin. J'ai pas fait les questions de début parce que tu les connaissais, mais les questions de fin, je te les refais. On va voir si t'es préparé. Est-ce que tu as une anecdote, une bonne ou une mauvaise expérience à nous partager qui peut être d'ailleurs liée soit à la BD, soit au docu? J'ai l'impression que tu en as quelques-unes comme ça spontanément. On est pas mal. Est-ce que je balance? Mais oui, je balance. Sur ce tournage de documentaire, on était du coup avec sur une des personnes avec lesquelles on a tourné qui exige d'avoir maquillé. Donc c'est une femme qui exige d'avoir maquilleur, coiffeur, tu vois, sur scène, ce qu'on fait pas habituellement. Tu fais pas habituellement, mais ce qui est pas inédit comme demande. Mais c'est pas inédit comme demande, mais en fait elle a l'habitude de prendre la parole, tu vois, dans ce genre de format, de ce genre de config, et c'est pas notre cas à nous. Mais nous on dit ok, vas-y, on fait ça, on prend quelqu'un qui s'en occupe, et la personne, donc nous on brief la make-up artiste, on lui dit 15 minutes, tu vois. Déjà, on n'a pas le temps dans le tournage. Et deux, faut que ça dépote un poil, quoi. Et deux, on veut pas que ce soit un clown, parce qu'en fait, après, les autres dans le documentaire, ils sont pas surtapés, surmaquillés et tout. Ouais. Donc, faut que ça soit très, très léger, quoi. Et en fait, ça a duré 1h30. Et à la fin, quand tu pensais que c'était bon, est-ce qu'il fallait refaire les lèvres, les yeux, Jeannette, jamais contente. Et en fait, à la fin, tu vois, elle me dit, ok, je veux des boucles maintenant. Je me dis, non, pas les boucles, pas ça, tu vois. On n'en pouvait plus. On tripaignait, on voulait que tourner. Ouais. Et en fait, l'interview, du coup, on l'a tourné du coup dans la salle. Et en fait, moi, j'avais loué un studio pendant 4 heures ou 5 heures même, à l'installation, au tournage et tout. Et en fait, on a pris tellement de retard qu'on s'est fait dégager du studio. On peut pas le prolonger parce que il y avait quelqu'un derrière. Il y avait un autre tournage derrière. On a dû continuer le tournage ensuite dans le couloir. Alors heureusement les réals ils sont trop chauds et en fait on a fait un truc qui T'as fait quoi? T'as fait un walk and talk ou un truc comme ça? Non, on l'a posé, on a fait un truc sans light alors qu'on avait fait 2h30 d'install avant pour un truc parfait dans un studio magnifique. Et en fait c'était complètement lunaire, et la journée s'est passée, on s'est dit mais ça n'a aucun sens, et plus les choses avançaient, plus c'était lunaire. Et donc c'est une personne de documentaire, tu vois, j'ai vraiment l'attachement profond pour tous les speakers de documentaire parce que ça me renvoie à une journée particulière qu'on a passée avec eux. On a connecté d'une façon ou d'une autre. Bien sûr. On partage un déj, on partage un café, on partage un verre après, tu vois, sur certains documentaires. Parfois on va après se mettre des coups, boire jusqu'à 2-3 heures du matin, tu vois, évidemment. Se refaire le monde, se raconter la vie, et c'est des vrais souvenirs. Et là c'est la première fois je me suis dit mais en fait c'est une personne qui est vraiment antipathique,
spécifique avec laquelle j'ai pas de plaisir à être en dehors juste là c'est vraiment pour le tournage quoi, c'est tout. Et c'était long, c'était compliqué, c'était des rapports conflictuels, tu vois. Et t'as senti de la crispation dans de la frustration aussi. Et dans le documentaire, les gens se diront c'est trop stylé, c'est trop bien. Mais la vérité, c'est que c'était une galère à tourner cette journée-là. Si tu nous passes un truc, on va devoir essayer de trouver maintenant. Je vous dis pas qui c'est, vous verrez. Bien sûr, j'espère bien. Non, justement, c'est ça qui est drôle. Mais je vois ce que tu veux dire, ça se ressent pas, mais c'était une journée particulière, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, quand on est en montage, tu vois, et qu'on les voit, on se dit c'était trop bien. Et là, tu dis, avec lui, c'est trop stylé. Et puis là, tu vois, oh non, j'ai pas envie de me retaper son histoire là. Aïe, j'adore. Super anecdote comme d'habitude. Merci beaucoup. On termine sur la dernière question. Est-ce que tu as une reco de film, livre, podcast, autre, docu, hors de tout ce que toi tu produis, bien évidemment? Ouais, il y en a des tonnes. Je réfléchis à un truc. Alors, je vais te recommander quelqu'un qui n'est pas du tout connu en France, qui doit l'être absolument. Ouais. Et ça va carrément plaire à ta communauté, tu vas voir. C'est une personne qu'on a interviewée dans le documentaire qui s'appelle Ungly, qui écrit une newsletter qui s'appelle Recruiting Brain Food. Il fait de la curation de contenu une fois par semaine. Il envoie une newsletter avec plein d'articles. Vraiment, alors c'est un ancien RH qui s'est reconverti en analyste RH. Et pour le coup, c'est brillant. C'est une de mes sources principales de veille. Donc je recommande à 100% vraiment Ungly Recruiting Brain Food. Il est passionnant dans plein de formats, mais sa newsletter, je trouve que c'est le plus accessible, c'est le plus cool. Ok. Et c'est quoi? C'est de l'hebdo? C'est du mensuel? C'est de l'hebdo. Okay. Et pour le coup, c'est aussi, je pense, mon interview préférée dans le documentaire. All time, quasiment. Quasiment all time sur tous les documentaires. Ouais. Il est brillantissime et lui, ça fait partie des personnes qui est horrible à monter parce que tout est parfait. On veut tout mettre dans le documentaire et il peut faire des choix, quoi. Ok. Hyper cool, j'aime beaucoup. Je vais aller voir de ce pas. J'ai une dernière question et après, promis, je te laisse. On est dans un timing, effectivement, et j'aime être à l'heure. T'avais fait, alors pour ceux qui ne le savent pas, je sais pas si je travaille en secret, mais je crois pas, parce que j'avais posté, je crois d'ailleurs sur LinkedIn sur le sujet, mais t'avais fait un montage de bande-annonce collaboratif. Moi, j'avais jamais fait. Ouais, on va refaire d'ailleurs. Voilà, c'était ça. Est-ce que tu vas refaire ça? Parce que c'était très cool. Concrètement, j'explique en 2 secondes, je raconte peut-être probablement mieux que toi, mais t'avais fait venir une 50aine de personnes, je crois, autour justement chez Wojo. C'était chez Woom Paris. C'était chez Woom, oui. Avec Office Riders. Et là, cette année, ça se passe en dessous de nos pieds. Ça se passera chez Morning. Morning Lafitte. Ok, génial. Dans l'amphithéâtre. Ouais, très cool. Une très belle salle, un peu cinéma, tu vois, beau fauteuil. Et donc, la salle va être plus grande. On va rassembler une centaine de personnes pour ce montage en direct. Et le principe, c'est ça, effectivement. C'est qu'avec Flo, du coup, le réal principal, on bosse sur le montage. On vous explique tout le processus créatif du documentaire. On vous raconte des anecdotes, un peu comme ce que je viens de faire. Peut-être qu'on donnera les noms en live quand ça va être cool. C'est sûr, les gens vont... Et ouais, non, ça va être ouf. Et l'idée, c'est vraiment de raconter un peu tout ce qu'on fait et de vous partager un peu nos vrais dilemmes, nos vrais choix aussi qu'on a à faire sur le montage. Mais du coup, il y avait une dimension vraiment collaboratif parce que les gens percutaient, les gens intervenaient, ils levaient le doigt et putain, du coup à 150 ça sera peut-être plus chaud que vraiment collaboration, tu vois. Et je sais pas si on pourra tirer autant d'enseignements sur le montage que ce qu'on avait fait sur la première édition, on verra. Mais je pense qu'on peut le faire quand même et j'ai trop hâte, ça va être trop cool. Non, je pense que je trouve que c'est un super format. En tout cas, moi j'ai vraiment kiffé. Sam, merci d'être venu partager effectivement toute ton actualité. Je le dis, qui est riche. Moi, je suis toujours impressionné. Je trouve ça assez cool et c'est pas pour te brosser dans le sens du poil. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est inspirant. T'as toujours des bonnes recos aussi. On voit dans les docus des personnalités absolument incroyables et je pense que ça, sont des gens à suivre aussi. Donc, merci d'être venu partager toute cette actualité. Et puis, j'espère qu'on se revoit très vite, effectivement, pour la suite et notamment la sortie de ce documentaire. Carrément. Merci beaucoup, Tim. C'est trop cool. Top. Bonne semaine. Ciao. À très bientôt.